C'est ça le marketing. Par Seth Godin. Qu'est-ce que j'y gagne? Découvrez une nouvelle philosophie du marketing à l'ère d'Internet. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'une conception plus large et plus profonde du marketing, une conception qui va bien au-delà de la simple publicité et qui adopte une approche plus philosophique du sujet. Dans ces clins d'œil, vous apprendrez pourquoi l'une des stratégies marketing les plus efficaces consiste à renoncer à essayer de persuader la plupart des gens. Comment le groupe Grateful Dead peut vous aider à positionner votre produit, et pourquoi les ventes de J.C. Penney ont chuté de plus de 50% lorsqu'elle a tenté d'améliorer ses messages. Idée clé 1. La publicité de masse avait un sens, à l'apogée des médias de masse, à l'ère de l'Internet, elle n'en a plus. Imaginez que vous êtes un responsable marketing dans les années 1960. Votre entreprise a un produit, mais votre équipe de vente a un problème, pas assez de ventes. Alors comment résoudre ce problème? Si vous adoptiez l'approche traditionnelle du marketing, la solution se résumerait à 2 mots, acheter beaucoup de publicité et les faire voir par le plus grand nombre possible de personnes. Appelez cela la méthode Coca-Cola. Comme la célèbre société de boissons, vous inondiez les ondes et les pages des magazines de publicité. Votre objectif? La masse. Vous utilisez les médias de masse pour saturer le marché avec un message de masse destiné. Et quel est ce message? Il s'agit de persuader votre public de masse que votre produit fait partie de la culture de masse. Pour Coca-Cola, cela signifiait convaincre les gens que tout le monde boit du Coca et l'apprécie. L'approche du marketing par la publicité de masse n'a plus de sens. Il est clair qu'une nouvelle approche est nécessaire. Idée clé 2. La publicité sur Internet présente des caractéristiques attrayantes, mais elle a aussi des limites. Internet est le support idéal pour la publicité. Vous pouvez cibler précisément le groupe de personnes que vous souhaitez atteindre avec vos publicités. Facebook, Google et YouTube offrent la possibilité de le faire en quelques clics de souris. Vous pouvez également atteindre votre groupe cible, n'importe où et n'importe quand. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il soit devant la télévision à 21h. Votre publicité peut apparaître sur leur timeline Facebook dès qu'ils se connectent, où qu'ils soient. Et la cerise sur le gâteau, vous pouvez voir exactement combien de personnes ont vu votre publicité, ont cliqué dessus et ont acheté votre produit en conséquence. Cela vous permet d'optimiser votre contenu et votre budget publicitaire en fonction de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Il n'y a qu'un seul problème, toutes les autres entreprises également vont faire tout cela. Les gens sont bombardés de publicités, où ils vont en ligne, la plupart de vos publicités finiront par être ignorées. Sachant cela, de nombreuses entreprises se réfugient dans une autre approche du marketing en ligne, l'optimisation des moteurs de recherche ou SEO. L'espoir en utilisant les bons mots-clés, le site web de votre entreprise apparaîtra dans les premiers résultats de Google lorsqu'une personne recherchera le type de produit. Mais la plupart des recherches sur Google donnent plus d'une douzaine de pages de résultats. Heureusement, il existe certaines mesures que nous pouvons prendre pour aborder le marketing de manière plus efficace. C'est ce que nous allons voir maintenant. Idée clé 3. Pour créer quelque chose qui vaille la peine d'être acheté, identifiez un désir ou un besoin humain sous-jacent et faites en sorte que votre produit y réponde. Un marketing efficace est aussi facile à dire qu'elle est difficile à faire, créer quelque chose qui vaille la peine d'être acheté. N'est-ce pas là la tâche des concepteurs et des fabricants? Oui, mais c'est aussi la tâche des spécialistes du marketing. Pour comprendre pourquoi, examinons de plus près ce qui fait que quelque chose vaut la peine d'être acheté. Prenons l'exemple d'une perceuse avec une mèche d'un quart de pouce. Comme l'a souligné Théodore Levitt, professeur de marketing, personne ne veut d'une mèche d'un quart de pouce. C'est juste un moyen d'accomplir quelque chose d'autre, peut-être installer une étagère sur le mur de votre salon. Et cette étagère n'est qu'un moyen de ranger des objets, ce qui, à son tour, n'est qu'un moyen de rendre votre maison plus ordonnée. Et pourquoi voulez-vous de l'ordre? Eh bien, peut-être que cela vous donne l'impression de contrôler votre environnement. Peut-être que cela vous donne l'impression d'être admiré par vos visiteurs. En d'autres termes, vous voulez la sécurité et le respect de deux des besoins humains les plus fondamentaux. La perceuse n'est qu'un outil permettant de les satisfaire.
Un marketing efficace commence par l'identification des besoins et des désirs sous-jacents des gens. Ceux-ci se résument presque toujours à des aspirations profondes, à forte résonance émotionnelle, telles que l'aventure, l'appartenance, la connexion, la liberté, la force et la tranquillité. Un produit vaut la peine d'être acheté s'il apporte une réponse convaincante à une ou plusieurs de ces aspirations. Imaginez un homme qui achète un 4x4. Pourquoi l'achète-t-il ? Peut-être est-il attiré par ses capacités tout-terrain. Mais voilà, il se peut qu'il ne fasse jamais de tout-terrain, et pourtant la simple promesse de pouvoir le faire peut suffire à motiver son achat. Pourquoi ? Parce que cela répond à sa soif d'aventure. La tâche du marketing est de persuader l'homme que le SUV peut étancher sa soif, et la façon la plus convaincante d'y parvenir est de construire un SUV qui peut réellement faire du tout-terrain, et qui le fait savoir par son apparence robuste. Un marketing efficace commence donc au stade de la conception et de la fabrication, après avoir identifié les aspirations des gens. Idée clé 4. Votre public cible doit partager votre définition du désir que votre produit résout et être ouvert au changement. L'étape suivante d'un marketing efficace repose sur le simple fait que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, car les gens ne veulent pas tout la même chose. N'oubliez pas que le produit que vous commercialisez incarne une certaine définition du désir, qu'il satisfait, et que votre public cible est constitué des personnes qui partagent ce désir et cette définition. Ensuite, vous pouvez restreindre davantage votre public cible en le divisant en deux groupes, les adoptants, qui sont réceptifs au changement, et les adaptateurs, qui y sont résistants. Les adoptants adoptent les nouveautés. Imaginez les fans de technologie qui font la queue devant l'Apple Store, impatients d'adopter le nouvel iPhone le jour de sa sortie. À l'inverse, les adaptateurs ont peur de la nouveauté. Imaginez les personnes qui utilisent encore des téléphones à clapet. Bien sûr, ils finiront probablement par se sentir obligés d'acheter un smartphone, comme tout le monde. À ce moment-là, ils s'adapteront. Vous avez beaucoup plus de chances de persuader les adoptants d'essayer votre produit que les adaptateurs. Oubliez donc les adaptateurs. Votre produit ne leur est pas destiné, pas encore, au lieu de cela, faites des adoptants votre public cible initial. S'ils sont suffisamment nombreux, ils constitueront le plus petit marché viable, c'est-à-dire les personnes susceptibles de rentabiliser votre produit. Nous verrons plus en détail comment se concentrer sur ce marché dans le prochain clin d'œil. Idée clé 5. Vous pouvez trouver votre public cible en adoptant une position inhabituelle par rapport à un ensemble de valeurs. Nous savons que les décisions d'achat des gens sont motivées par des besoins et des désirs. Mais il y a autre chose qui motive la décision d'achat, les valeurs personnelles, en d'autres termes, les choses auxquelles les gens tiennent lorsqu'ils recherchent ce qu'ils veulent. Par exemple, satisfaire l'un de ses besoins humains les plus fondamentaux, la nutrition. Lorsqu'elle examine les choix de croustilles à l'épicerie, différentes valeurs peuvent influencer sa décision d'achat. Si elle se soucie du prix et de la popularité, elle optera pour la grande marque la moins chère. Si elle apprécie la santé et la durabilité, elle choisira la marque locale biologique. Ensuite, nous allons nous pencher sur la manière de cultiver votre propre groupe de fans pour votre entreprise et ses produits. Idée clé 6. Pour transformer votre public cible en une tribu, adressez-vous à lui d'une manière qui résonne avec sa vision commune du monde. Afin de trouver un noyau de fans qui deviendront le plus petit marché viable pour votre produit, vous devez d'abord prendre conscience d'une vérité, apparemment paradoxale: ces fans existent déjà. Ils ne s'en rendent peut-être pas encore compte, mais il y a déjà des gens qui ont les désirs, les besoins et les valeurs qui pourraient les inciter à devenir vos fans. Ils attendent simplement que vous les réunissiez en une nouvelle tribu et que vous les guidiez vers votre produit. Lorsque Ron Johnson est devenu le PDG de JCPenney, il a pensé que les coupons et autres symboles liés aux bonnes affaires étaient un peu ringards. Ce n'était pas la façon dont un magasin haut de gamme se présentait. Il les a donc supprimés. Le résultat ? Les chasseurs de bonnes affaires ont fui, et les ventes ont chuté de plus de 50%. Idée clé 7. Vous pouvez pousser les membres de votre tribu à l'action, en remettant en question leur statut d'une manière qui crée une tension. Votre prochaine étape en tant que spécialiste du marketing consiste à les persuader de l'acheter.
Et la clé pour y parvenir est de créer et de soulager la tension, un sentiment de pression inconfortable auquel votre produit offre un antidote. L'un des moyens d'y parvenir est de remettre en question leur statut, leur relation avec un groupe, et leur position dans sa hiérarchie. Le moyen le plus simple de remettre en question le statut des membres de votre tribu est de créer ainsi des tensions et d'évoquer la perspective d'une séparation. La plupart des gens veulent suivre leur tribu, ils ne veulent pas être laissés derrière lorsque celle-ci avance ou change de direction. En adoptant votre produit, votre tribu fait exactement cela. Sa culture interne évolue. Votre tâche en tant que spécialiste du marketing consiste maintenant à diffuser le message de cette déclaration. Pour y parvenir ? Cela dépend du type de personnes qui appartiennent à votre tribu et de la manière dont elles abordent leurs relations de statut. Il existe deux approches de base, l'affiliation et la domination. Les personnes qui recherchent l'affiliation veulent deux choses, la parenté avec les autres membres de leur groupe et être rassurées sur leur place dans la hiérarchie. Pour créer des tensions entre ces personnes, vous devez envoyer des signaux de popularité. De faire venir des célébrités à la fête de lancement de votre produit, ou de trouver des auteurs renommés pour écrire un texte de présentation pour votre livre. De telles actions signaleront à tous que la tribu adopte votre produit ou service. En revanche, les personnes qui cherchent à dominer veulent l'une des trois choses suivantes: gravir les échelons de la hiérarchie de leur propre groupe, voir leur groupe dépasser d'autres groupes, ou obtenir un peu des deux. Pour créer des tensions entre ces personnes, vous devez envoyer des signaux de domination. C'est ce qu'a fait Uber, par exemple, s'attaquant audacieusement, les concurrents. Cela a envoyé un message aux investisseurs, aux clients et aux employés orientés vers la domination: nous sommes là pour gagner, et rien ne nous arrêtera. Alors pourquoi ne pas nous rejoindre et devenir vous aussi un gagnant ? Idée clé 8. Les effets de réseau constituent un moyen puissant de jeter un pont entre votre base de fans initiale et le grand public. Vous voudrez probablement un jour dépasser votre base de fans initiale et atteindre le grand public, où un marché beaucoup plus vaste vous attend. Vous devrez effectuer la dernière étape d'un marketing efficace, construire un pont qui permettra à votre produit de se répandre. Mais d'abord, vous devez connaître la nature du fossé que vous essayez de combler. Cela se résume à la différence entre les deux groupes en question. Votre base de fans est constituée d'adoptants, tandis que le grand public est principalement composé d'adaptateurs. Par exemple, imaginez que vous êtes un pionnier du streaming vidéo en ligne en 2010. Les férus de technologie sont impatients d'adopter votre service, mais le grand public veut s'accrocher à ses DVD. Comment les convaincre de lâcher prise ? Comment construire un pont vers eux ? Une réponse très puissante réside dans un phénomène appelé l'effet de réseau. Cela ouvre la voie à une boucle de rétroaction positive. Plus le nombre de personnes utilisant le produit ou le service augmente, plus il devient utile, ce qui amène encore plus de personnes à l'utiliser. Prenons le cas de Slack. Une fois qu'ils l'ont appris, ils s'efforcent de convertir leurs collègues en utilisateurs de Slack. Pourquoi ? Parce que plus il y avait de collègues utilisant la plateforme, plus elle devenait utile. La plateforme a donc commencé à se répandre et très vite, même si quelqu'un était un adaptateur résistant au changement, il a eu l'impression qu'il devait s'adapter à la nouvelle réalité. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas manquer les conversations et les collaborations que tous les autres avaient sur la plateforme. En résumé, les effets de réseau peuvent aider votre produit à se généraliser et votre base de fans initiale peut ouvrir la voie. Résumé final. Le message clé de ces clins d'œil. Les spécialistes du marketing ne peuvent plus compter uniquement sur la publicité. Ils doivent plutôt adopter une approche du marketing qui identifie les besoins et les désirs sous-jacents des gens. Pour inciter ces fans à agir et les encourager à diffuser le message sur le produit, les spécialistes du marketing doivent créer et relâcher la tension en remettant en question leur statut et en tirant parti des effets de réseau pour créer un pont entre les fans et le grand public. Conseil pratique. Utilisez un graphique XY pour visualiser la position de valeur de votre produit. Prenez le produit que vous essayez de commercialiser et choisissez deux paires de valeurs opposées. Dessinez ensuite un graphique en XY et inscrivez une paire de valeurs aux extrémités opposées de l'axe des X. Écrire abordabilité à une extrémité et exclusivité à l'autre. Vous pourriez écrire durabilité et extravagance. Vous pouvez maintenant voir les différents territoires
que vous pouvez délimiter entre les extrêmes de ces 4 valeurs auxquelles vos clients peuvent adhérer. Essayez de choisir différents emplacements sur le graphique et demandez-vous, comment pourrais-je positionner le produit ici? En quoi le produit correspondrait-il à cette combinaison de valeurs? Vous avez des commentaires? Nous serions ravis de savoir ce que vous pensez de notre contenu. Envoyez-nous un courriel à remembé@blinkist. Comme en indiquant le titre de ce livre comme objet et faites-nous part de vos réflexions. Ce qu'il faut lire ensuite, Purple Co. de Seth Godin. Comme vous venez de l'apprendre, la tâche du marketing commence, avant même qu'un produit ou un service ne soit conçu. Plutôt que de venir après coup, il doit guider le processus de conception, de fabrication et de mise en œuvre dès le début. Si cette idée vous intrigue et que vous souhaitez l'approfondir, consultez nos clins d'œil à un autre livre de Godin, Purple Co., où il affirme que la voie d'un marketing réussi commence par la création de produits et de services remarquables, qu'il appelle vache violette. Ces produits et services peuvent ensuite être commercialisés auprès d'un public cible grâce à des stratégies innovantes que vous découvrirez également. Alors, montez sur votre cheval électronique et préparez-vous à attraper au lasso votre propre vache pourpre.